Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Camille Fournier et je suis Quality Engineer aujourd'hui chez ILEC. Et je vais vous parler là de qualité assurance et notamment des dispositifs qu'on peut mettre en place pour assurer qu'on met l'utilisateur au centre des démarches de qualité et du test. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire d'un QA qui rentre dans un bar. Si j'allume ma manette, ça sera mieux. Donc c'est l'histoire d'un QA qui rentre dans un bar. Alors cette histoire, elle est racontée par Brennan Keller, qui est un ingénieur en développement chez Snapchat, et qui nous raconte du coup l'histoire d'un QA qui rentre dans un bar et qui commande une bière. Jusque-là, tout va bien. Puis il commande 0 bière, il commande 9 999 000 bières, il commande un lézard, il commande moins une bière, et il commande quelque chose d'imprononçable que je ne vais pas me risquer à essayer de prononcer. Sur ce, le premier vrai utilisateur rentre dans le bar, demande où sont les toilettes, et là le bar explose, tuant tout le monde sur son passage. Alors quand on voit ça, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça brûle. Et moi, ça c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce qu'il faut savoir que j'ai commencé ma carrière non pas en tant que QA, mais en tant que chargé de support client chez Helloasso, qui est une plateforme qui permet aux associations de collecter des paiements en ligne. Donc du coup, pendant 2 ans, j'ai récupéré tous les retours des utilisateurs sur la plateforme, leurs retours positifs, leurs retours de dysfonctionnement, leurs signalements de dysfonctionnement, des retours aussi de demandes d'amélioration, de demandes d'accompagnement, etc. Quand j'ai commencé du coup en 2018 à avoir un rôle de QA au sein de Helloasso, qui avait son équipe tech qui commençait à grandir, je suis arrivée avec cet atout qui était la connaissance de l'utilisateur et du produit et la connaissance des besoins des utilisateurs surtout. C'est quelque chose qui m'a suivi également chez Deezer, où j'ai travaillé dans un service innovation qui proposait une application qui s'appelle Zen by Deezer, qui propose des contenus dédiés au bien-être et notamment à la méditation. Et aujourd'hui chez ILEC, qui est une plateforme Pardon, pas du tout une plateforme, qui est un producteur et un fournisseur d'énergie verte. Du coup, ça m'a permis, en fait, cet atout-là d'arriver avec la connaissance du support client, ça m'a permis de développer ce que j'ai appelé la méthode de QA user-centric. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu barbare, mais ça correspond finalement aux méthodes qu'on peut voir déjà dans le développement et dans la conception, qui visent à mettre l'utilisateur au centre des préoccupations. Là, l'objectif, du coup, dans la QA, ça va être vraiment de mettre l'utilisateur au centre de nos démarches de qualité et au centre de nos tests. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand on va au bar, on s'imagine bien qu'après 1 ou 2 bières, on va devoir passer par les toilettes. Donc si on a une approche du test où on va vérifier uniquement qu'il n'y a pas de bug, on risque de passer à côté de ce cas d'usage qui est finalement un indispensable. Ce que je vous dis là, du coup, je pense qu'on est à peu près d'accord pour se dire bon, c'est bien de penser à l'utilisateur, mais comment on peut arriver à le mettre en place concrètement dans la QA ? Je vais vous proposer là de diviser cette approche en 3 piliers. Le premier pilier concerne le fait de comprendre les cas d'usage et de comprendre l'utilisateur. Le deuxième pilier va plutôt concerner l'organisation et la place de la QA dans l'organisation tech et produit. Et le troisième pilier, qui est, je pense, l'un des plus importants, va concerner l'état d'esprit du testeur et notamment le besoin d'empathie. Donc on va y revenir. Le premier pilier, du coup, concerne le fait de connaître et de comprendre l'utilisateur et les cas d'usage. Ici, je vais surtout me baser sur des retours d'expérience des 3 entreprises dont je vous ai parlé précédemment. Et le premier retour que je peux vous faire, c'est l'intérêt d'avoir des doubles écoutes au niveau du service client. Donc là, l'objectif, c'est que toute personne de l'équipe, quel que soit son rôle, qu'on soit PO, Dev ou QA, puisse aller faire des doubles écoutes auprès du service client, donc écouter les conversations entre les utilisateurs et le service client. Ça, chez Helloasso, c'était mis en place avec une régularité de quelque chose comme 1 fois par mois. On avait une demi-journée où on pouvait aller écouter les utilisateurs. Et j'ai retrouvé aussi ça chez ILEC, où en fait, quand on commence son onboarding, on a 2 semaines de formation, comme si on allait devenir chargé de support client. Sauf que après, on va faire le métier qu'on va vraiment faire. Mais du coup, on a 3 jours dans cette formation, entre autres, où on va vraiment écouter les conversations entre les utilisateurs et le service client. Le deuxième point, c'est le fait de capitaliser sur les retours que nous font les utilisateurs en créant, par exemple, chez Helloasso, une base de données qui comprenait en fait, les feedbacks des utilisateurs, les demandes d'amélioration, leurs besoins finalement. Et ça, l'avantage, c'est que c'était relié aux requêtes qui étaient faites par les utilisateurs, qui étaient prononcées par les utilisateurs. Donc je voyais vraiment le contexte dans lequel ces demandes étaient réalisées. Une autre bonne pratique, c'est le fait de faire des interviews utilisateurs sur les prototypes et de permettre à n'importe quelle personne de l'équipe d'être auditeur de ces interviews. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez Deezer, où en fait, on proposait un produit, en tout cas, on proposait un prototype sur lequel on avait commencé à travailler. Donc on le propose à des utilisateurs, on les filme,
et du coup, on voit comment ils interagissent avec le produit. Moi, en tant que QA, c'est quelque chose qui m'est particulièrement utile parce que derrière, je vais reproduire ces comportements-là pour les tester sur l'application finale une fois qu'elle aura été développée. Ensuite, le dernier point que je voulais vous présenter, c'était le fait d'utiliser des verbatims dans les personas. Donc là, je sais que je parle un petit peu latin. Les personas, pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec l'outil, c'est un outil qu'on utilise en produit notamment pour en fait, créer un utilisateur fictif qui représente les utilisateurs de l'application. En général, c'est des utilisateurs qui vont avoir un nom, des caractéristiques, un genre, un âge, une catégorie socio-professionnelle et des besoins par rapport à l'application. Et chez ILEC, on a une persona qui s'appelle Eric Rack. Pour ceux qui n'ont pas le jeu de mots, il est inquiet pour son budget. Et du coup, on a pris des citations d'utilisateurs réels. Donc ce que vous voyez là, c'est une vraie citation d'un utilisateur et on l'a reliée à la persona. Et ça nous permet d'avoir un ancrage un peu plus concret sur ce que veulent vraiment les utilisateurs et ce qu'ils nous disent concrètement au jour le jour. Donc avec tout ça, on a une assez bonne compréhension de l'utilisateur. Maintenant, dans la QA, ce qu'il va falloir opérer, c'est ce qu'on appelle un shift left sur la QA. Alors ça, c'est un terme qui est pas mal utilisé ces dernières années dans le milieu du test, et qui correspond en fait au fait d'essayer de sortir de cette vision-là du test. Cette vision-là, c'est le développement est d'abord réalisé, et ensuite la validation intervient, et c'est là qu'on met l'effort de qualité assurance. Le problème qu'on a vis-à-vis de ça, c'est que le bar, une fois qu'il est construit, si on se rend compte à ce moment-là qu'il faut ajouter des toilettes, ça va coûter cher, ça va être frustrant, et ça va retarder l'ouverture. Si on essaie d'avoir une approche dans laquelle on va mettre l'effort de qualité assurance plus en amont, il est très probable qu'on se rende compte sur le plan qu'il manque des toilettes et que du coup ce soit beaucoup plus facile à intégrer. Donc l'objectif de ce qu'on appelle le shift left, c'est de déplacer l'effort de QA vers la gauche, donc vers le début de la planification du projet. Donc faire intervenir la QA dans la conception, dans le développement également, et bien sûr toujours dans la validation. Concrètement, l'intérêt du coup, c'est vraiment d'essayer de réduire de réduire le coût de correction. Pour ça, on va essayer de favoriser notamment les échanges entre le product design, le product, l'UX et la QA. Ça, l'intérêt, c'est que ça va permettre à la QA d'intervenir dès la conception. Un peu plus concrètement, comment on peut le faire ? On peut le faire en faisant ce qu'on appelle des tests statiques. Donc ça, c'est un terme qui est issu de l'ISTQB, qui est une certification qualité. Et l'objectif de ces tests statiques, ça va être de vérifier, par exemple, les maquettes. Donc les maquettes, concrètement, on ne va pas pouvoir vérifier si ça correspond bien à ce qu'on a codé au produit final. Par contre, on va pouvoir vérifier si ça correspond bien à ce que l'utilisateur veut, si c'est facile à utiliser, si c'est agréable à utiliser, si on comprend facilement où on doit aller. Et de la même manière, on peut aussi faire des reviews sur les user stories. Donc là, ça va plutôt être le fait de vérifier que les critères d'acceptance sont cohérents, que tout le monde les comprend de la même manière. On a une petite vidéo à ce sujet qui tourne pas mal sur le net avec quelqu'un qui essaye d'expliquer comment on doit étaler de la confiture sur une tartine. Personne ne comprend la même chose parce que les spécifications doivent être claires. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment, à ce moment-là, d'intervenir avant qu'on ait commencé le développement pour essayer d'identifier s'il y a des manques et si ça correspond bien à l'expérience utilisateur qu'on veut offrir. Le dernier pilier va concerner le fait, finalement, l'état d'esprit qu'on va avoir dans le test. Là, quand on parle de test, je parle de toute personne qui va faire du test. Ce n'est pas forcément que la qualité assurance. Ça peut être le produit, les développeurs, le design, l'UX, mais ça peut aussi être d'autres équipes comme le support client ou le marketing. Pourquoi pas ? Et ici, l'enjeu principal, ça va être d'essayer de sortir de ces biais. Alors, tout à l'heure, Charlotte parlait de biais cognitifs. Effectivement, ça a une grosse influence aussi sur la manière dont on teste. Je prends l'exemple de la plateforme Helloasso. Helloasso, une partie de son produit est destinée aux associations, enfin en tout cas aux bénévoles des associations. L'utilisateur classique, ça va être un président d'association, et on sait statistiquement que les présidents d'associations, ils ont environ 62 ans, ils sont à la retraite, et la plupart du temps, ils n'ont pas une grosse appétence et une grosse compétence pour le numérique. Du coup, si moi, Camille, qui est quasiment née avec un ordinateur dans la main, je teste à ma manière et sans penser à l'utilisateur final qui est le président d'association, je risque d'être un petit peu bloqué et de passer à côté de choses que l'utilisateur réel, lui, il verra. Donc l'idée, c'est que là, je vais devoir faire preuve d'empathie et me mettre à la place de l'utilisateur. À côté de ça, on peut aussi porter une attention au contexte. Le contexte est particulièrement important, par exemple, sur l'application Zen by Deezer. Moi, Camille, quand je le teste dans mon open space,
entre deux réunions, dans un milieu qui est bruyant, qui est éclairé, je ne suis pas vraiment dans les bonnes conditions pour venir faire une méditation. L'utilisateur final, il est très probable que lui, il l'utilise dans un milieu plutôt sombre, probablement dans son lit, à 23h, et que du coup, moi, je passe à côté de ce contexte-là. Alors, je ne vais pas pousser le vice jusqu'à demander aux QA de faire de la QA à 23h dans leur lit, mais par contre, je peux essayer de recréer ces contextes en me mettant dans une pièce isolée, plutôt sombre, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'un thème clair, ça brûle la rétine, et que potentiellement, si je fais une méditation, je n'ai pas envie d'avoir beaucoup d'interaction avec mon produit. Donc du coup, tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir notamment noter parce que je fais le test dans des conditions réelles. Il y a aussi un point qui est important, c'est le fait d'essayer d'oublier ce qu'on sait. Oublier ce qu'on sait, c'est oublier les concessions qu'on a faites, qu'on a fait par la force des choses, parce qu'on avait des contraintes techniques, des contraintes de temps, des contraintes de disponibilité des compétences, et qui ont fait que potentiellement, on a fait des choix qui vont impacter la qualité du produit. Moi, quand je vais tester, je vais essayer de mettre ça de côté pour me concentrer sur ce que l'utilisateur il va réellement voir, c'est-à-dire le produit final, peu importe les concessions qu'on a faites dessus. Le dernier point, finalement, qui est un peu la source de tout ça, enfin la conséquence de tout ça, c'est le fait qu'on va essayer de favoriser des méthodes de test exploratoires. Alors, les méthodes de test exploratoires, c'est concrètement, un peu comme son nom l'indique, prendre l'application et l'explorer. Donc, on n'aura pas conçu à l'avance les cas de test, on ne va pas dire telle action entraîne tel résultat, mais on va prendre l'application et voir comment elle fonctionne et s'assurer qu'elle correspond aux besoins qu'on a envie de rencontrer. Et c'est comme ça qu'on peut aussi trouver des nouveaux dysfonctionnements, des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé, qu'on n'avait pas du tout anticipé. Tout ce que je viens de vous dire là, du coup, ça se résume en 3 clés. La première, c'est le fait de comprendre et d'écouter son utilisateur. La deuxième, c'est le fait d'essayer de favoriser une approche transversale de la qualité où on intègre la qualité dès la conception. Et enfin, la dernière partie, c'est l'empathie dont on doit faire preuve dans son approche du test. Et tout ça, ça devrait permettre aux testeurs, qu'ils soient QA ou autres, d'avoir un rôle d'ambassadeur des utilisateurs au sein des équipes tech et produits, en faisant entendre la voix des utilisateurs et en faisant en sorte qu'elle soit bien intégrée dans les démarches. Donc merci à tous pour votre écoute. Je vous laisse ici un QR code qui vous permet d'aller sur mon LinkedIn si vous avez des petites questions en plus. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps pour les questions, donc s'il y a des réactions. Merci à tous. Oui. On voit de plus en plus sortir plus pour une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle les feature flags. Ok. Et par contre, c'est très souvent lié, on collecte des statistiques avec un peu plus de granularité, etc. Pour savoir est-ce que le tunnel de vente est mieux passé, est-ce qu'on a un peu plus de business. Et on voit rarement utiliser ces feature flags pour tester sur un micro-panel parmi les clients, justement de nouvelles fonctionnalités avec des cas d'usage que, mal si on peut faire de l'empathie, on n'arrivera pas à anticiper. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la QA ou pas, utiliser ces feature flags pour autre chose que juste du business marketing? Ok. Alors du coup, je vais répéter un petit peu la question pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu. La question finalement, c'est est-ce qu'on utilise des feature flags aujourd'hui dans la QA pour tester le produit qu'on va proposer sur des utilisateurs réels avec finalement, du coup, on ne peut pas faire plus sympathique que l'utilisateur lui-même. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup aujourd'hui. Moi, je l'ai un petit peu vu dans certaines expériences, mais c'était encore un peu timide. Après, c'est vrai que le gros avantage de ça, c'est que y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on va potentiellement récupérer des statistiques qui vont nous servir à voir si on est branché à des solutions comme Hotjar ou ce genre de choses qui vont nous permettre de voir vraiment comment l'utilisateur interagit. Le désavantage de ça, c'est que potentiellement, on n'a pas l'utilisateur en direct. Donc par exemple, moi, j'aurais plutôt tendance à favoriser des interviews utilisateurs qui permettent de vraiment savoir ce que l'utilisateur pense. Maintenant, c'est vrai que du coup, l'interview utilisateur, ça a aussi un contexte, un cadre. On demande à l'utilisateur de tester. En général, il reçoit un petit cadeau. Enfin bref, c'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Mais en tout cas, c'est une idée que je trouve intéressante et c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place. Moi, je l'ai déjà vu avec de l'A/B test, où du coup, on va faire une version sans la nouvelle fonctionnalité, une version avec, et on voit ce qui performe le mieux et comment ça fonctionne. Même, final, ça revient même, ouais, tout à fait. Et aussi, une question. Est-ce que, là pour le coup, c'est plus question chez ILEC, vu que vous êtes fournisseur d'énergie verte, potentiellement, les salariés, toi et autres, vous pouvez être aussi vos utilisateurs, vos propres